Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus à la presse nationale et internationale. Ce soir, nous allons donc avoir l'opportunité d'interviewer le chef de l'État sur sa vision, les trajectoires de la révolution progressiste populaire, les actions posées au quotidien pour la souveraineté, la liberté et le développement du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici au Palais de Koulouba à Ouagadougou donc pour cette grande interview. Alors, chers téléspectateurs, le format de cet entretien est particulier. Au total, 10 journalistes vont se succéder par vague de 2 pour poser leurs questions au chef de l'État. 5 domaines sont concernés par les échanges. Il s'agit de la sécurité et de la défense, de politique et société, de la diplomatie et de l'AES, de l'économie et du développement, et enfin donc de la géopolitique régionale et internationale. Chaque pool donc de journalistes aura entre 15 et 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État. Mon rôle ce soir est celui de modérateur chargé de la police des débats. Monsieur le Président, avec votre permission, nous recevons donc le premier groupe de journalistes. Il s'agit de Hervé Dapa de la télévision BF1 et Asmao Dao de la télévision C360. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez de 20 minutes pour vous entretenir avec le chef de l'État sur les questions relatives à la défense et à la sécurité. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, certains de vos détracteurs vous ramènent régulièrement une phrase, et cette phrase remonte aux premiers instants de votre prise de pouvoir, quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, hein, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit,
je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de les doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'est un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, c'est très important. Dans quelques mois, bien quelques années, on aura ici, nos militaires vont utiliser des armes made in Burkina. Bien sûr. Nous avons la capacité intellectuelle. Il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher. Et voilà. Nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes et il faut aussi des hommes. Et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine, les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsque nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis, les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez, est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider, ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc, le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont. Donc, ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question 10 ans après, qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement.
C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme, elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple, qu'ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple, pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Mais si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent mieux. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut, l'école supérieure militaire, pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes, ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces bataillons qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu. Vous avez tout à l'heure énuméré un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes rassuré. J'insiste parce qu'il y a l'histoire aussi. C'est l'histoire qui nous conduit. Ces forces impérialistes, elles sont réelles. En 1961, elles ont eu la peau de Patrice Lumumba en RDC. En 1972, elles ont eu la peau de Kwame Nkrumah d'une autre manière. Et puis en 1987, elles ont eu la peau de Thomas Sankara, toujours avec des ennemis internes et parfois avec la complicité de certains voisins. Vous savez ce qu'on dit, Monsieur le Président, le premier devoir d'un révolutionnaire, c'est de rester en vie pour continuer le combat. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez rassurer toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes d'ici et d'ailleurs qui commencent à espérer que vous allez rester en vie? Ils manipulent toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que je suis chef d'État et voilà, je confie la sécurité juste à des gens. Non, tout le monde participe, moi-même je participe. Et c'est pourquoi je dis, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tout le peuple. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes de tenue et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout un ensemble. C'est aussi des comportements, des manières de vivre. Il faut éviter beaucoup de choses que peut-être des erreurs ont été commises dans le passé. Nous avons lu beaucoup sur tous ceux dont l'impérialisme a eu la peau et nous avons appris beaucoup de leçons. Voilà pourquoi on dit on ne laissera pas les choses se répéter. On anticipera, quitte à ce que les gens interprètent comme ils veulent, on va anticiper. Mais parce que nous avons compris le message, l'espoir qu'il y a, on fera tout pour anticiper toujours les actions de l'impérialisme.
Monsieur le Président, du regard de la journaliste que je suis, je me dis qu'il y a un encerclement des pays de l'AES. Quand je regarde un peu en Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire à Odiéné, près du Mali et du Burkina. Le Sénégal installe des unités à la frontière avec le Mali, sans oublier également le Bénin qui fait frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Est-ce que, Monsieur le Président, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Je pense que quand vous décidez de faire la révolution, il faut vous apprêter à cette adversité. C'est une logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Vous voyez, l'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois aux couleurs, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Même dernièrement, je pense qu'il y a dans une interview un général américain qui l'a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi j'ai dit on se bat en burkinabé et on se forme en burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former vos soldats. On vous prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'allez pas imaginer. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les birs sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi nous on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former? Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi. Nous sommes dotés de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées, ils trahissent toujours. Ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ça, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien. On fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout. Donc on fait avec. Tout récemment, la CEDEAO a tenu un forum des chefs d'état-major général des armées d'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso n'y étaient pas, mais le Niger si. On sent un manque de solidarité, vous qui êtes au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non. On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Donc, le Niger peut participer à des rencontres. La confédération, on ne se ferme pas. On fait des ouvertures, on côtoie tout le monde. Nous sommes très panafricanistes. On est vraiment ouverts à l'intégration, à tout ce qu'il y a, mais avec des principes. Alors, exceptionnellement, d'accord. Comme il s'agit de défense et de sécurité, on vous laisse une dernière question. Merci Sagnon, mais la question que je vais poser, pardonnez-moi, ne fait pas partie de la défense ni de la sécurité, mais de vos relations avec nous, les médias. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un problème particulier avec les médias, donc avec nous, les journalistes? Je dis cela parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un malentendu. Je parle des médias nationaux, pas des médias internationaux, dont certains sont tombés dans la poubelle depuis un certain moment. C'est un fait. Et pas des médias nationaux. On a l'impression qu'il y a eu un malentendu au début et il y a quelque chose, un brouillard comme ça qui est là. Comment vous analysez la situation, Monsieur le Président? Vous savez que je ne suis pas hypocrite. Il y a eu un malentendu. Il y a eu un brouillard au début. Mais aujourd'hui, je dois dire que je félicite beaucoup de médias pour leur travail professionnel. Il faut éviter de suivre le travail de l'impérialisme. Certes, beaucoup parmi vous ont été formés par eux.
C'est ça, vous avez été à l'école du blanc, comme on aime le dire. C'est eux qui vous ont formé au journalisme. Donc moi, je ne vous en veux pas souvent quand les gens essaient de se comporter comme eux. Mais je parle pour que les gens prennent conscience qu'il s'agit de notre patrie. Regardez ce matin, par exemple, lisez les titres des journaux en France. Ils vous diront peut-être il y a une mobilisation pour mettre la pression sur le Premier ministre. Il y a ici. Ils ne vous diront pas qu'il y a eu une marche contre le pouvoir ou quelque chose. Mais si c'était au Burkina, vous direz qu'il y a une marche contre le pouvoir. Vous comprenez? Les Français nous appelaient, ils continuent de nous appeler putschistes, juntes et quoi. C'est du français. Mais des journalistes nous appelaient aussi putschistes, juntes ici. Pourquoi suivre les yeux fermés? C'est de l'esclavage toujours. Moi, je veux qu'on quitte cela. Chaque État doit se battre pour ses intérêts. Les journalistes se battent pour les intérêts. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour nos intérêts en Afrique? Donc c'est ça, ce n'est pas uniquement les journalistes. J'en veux à certains intellectuels qui sont sur des plateaux de télé en Afrique aussi. Quand ils prennent la parole, vous posez des questions, mais est-ce qu'il est africain? Ou bien génétiquement, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas avec nous. C'est une réalité. Un retard. Oui, il faut se décoloniser les mentalités, les manières de faire. Chacun doit se battre pour sa patrie. Vous pouvez avoir une information qui est peut-être vraie et juste, mais vous décidez de ne pas sortir l'information. Parce que ça peut porter préjudice à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion, et ainsi de suite. Ça, c'est une décision souveraine, parce que vous voulez préserver votre pays. Mais on ne dit pas seulement dès qu'il y a une information, il faut la sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Et très souvent, les journalistes, comme on aime le dire, le train qui vient à l'heure, ça ne les intéresse pas. C'est le train qui est en retard. Vous le savez, Monsieur le Président, donc vous nous comprenez de temps en temps. Ah oui, mais il faut éviter ça. Moi, je veux maintenant que vous vous intéressez au train qui vient à l'heure. D'accord. Je voudrais vous laisser avec une phrase qui est la devise d'un grand club européen. C'est celle-là: notre maillot peut être tacheté de sang, de boue et de sueur, mais jamais de honte. C'est tout ce que je vous souhaite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci grandement. Nous abordons donc le volet politique et société de cet entretien et nous recevons pour cela Mathieu Somda de Radio Burkina et Colette Kombari de la télévision Impact TV. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez également de 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État sur la rubrique politique et société. Excellence, Monsieur le Président, 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, bientôt 3 ans de gestion du pouvoir d'État. Quel bilan d'étape faites-vous en termes de mise en œuvre de votre vision et de votre orientation politique à travers la révolution progressiste et populaire? Il faut dire que nous avons pris le pays sur le volet sécuritaire avec une situation, mais aussi sur le volet économique, politique avec une autre situation. Retenez qu'il y avait beaucoup de réformes à faire. Tellement de réformes qu'on ne pouvait pas les énumérer en un coup. Et donc, nous avions une idéologie que nous avons commencé à mettre en œuvre, la révolution, jusqu'en avril dernier où on l'a proclamée officiellement. Et qui dit révolution, il s'agit de révolutionner tous les domaines de notre vie. Parce que on ne peut pas continuer à faire la même chose qui se passait et espérer avoir un autre résultat. Si nous étions dans la continuité, je pense que c'est mieux qu'on laissait les politiciens continuer leurs choses, mais nous avons voulu rompre. Et la rupture nécessite beaucoup d'engagement. Dieu merci, le peuple a compris, les gens ont compris qu'il fallait rompre. Que ce soit en termes de comportement, de pratique, que ce soit en termes de gouvernance, que ce soit en termes d'économie, de commerce et tout ce qui va avec. Et tous les jours, je peux vous dire qu'on continue de découvrir. Parce que le système qui était en place, moi j'aime caricaturer pour dire que c'est comme un gros nœud que nous avons trouvé. Quand vous défaites un autre apparaît. Quand vous défaites un autre apparaît. Donc il y avait beaucoup de maux dans notre société que nous sommes actuellement en train de résoudre. Et Dieu merci, je peux dire que plusieurs choses ont été lancées. Et le bilan, pour moi en tout cas, c'est satisfaisant, même si je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. Voilà. Et si vous souhaitez, domaine par domaine, vous pourrez me poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été entamées.
Excellence, la révolution populaire progressiste, il y a eu des explications certes, mais les Burkinabés veulent davantage comprendre quel est le contenu de cette révolution. Le contenu exact, comme je l'ai dit une fois, je ne le dirai pas. Si vous permettez à tout le monde de connaître les détails de ce que vous voulez faire, on peut anticiper sur votre action. Mais nous avons dépeint voilà, les gros points pour que les gens puissent comprendre où nous allons. Alors, si vous remarquez, dans le modèle même de gouvernance, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il y a d'abord l'exemple que les gouvernants doivent donner. Et comme je dis, vous ne pouvez pas être là, une catégorie de Burkinabés, parce qu'on vous a confié des postes. Vous, c'est le choix entre les bons whisky et les bons champagnes, pendant que des femmes meurent en allant chercher l'eau à la rivière, elles se noient ou quelque chose, ce n'est pas possible. Donc il y a cette idéologie-là qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une société de justice. Tout le monde doit pouvoir avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Vous ne pouvez pas, vous, manger comme vous voulez, faire le choix des repas et jeter ce que vous voulez à la poubelle, pendant que d'autres ne peuvent pas avoir un seul repas. C'est ce qui nous a amené à lancer des initiatives dans l'agriculture, par exemple, parce que notre population est en majorité agricole. Mais pendant longtemps, on se rend compte qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas nos terres qui sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Mais il fallait les donner aussi ce souffle-là, ce qui nous a amené à créer des initiatives. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour moi, lorsque vous rentrez dans les campagnes et que vous posez des questions aux cultivateurs, ils peuvent vous dire que franchement, voilà, ils se sentent bien maintenant. Ils cultivent, il a de quoi se nourrir, et le surplus, il le revend généralement à la Sonagest qui paye, qui fait un stock de sécurité. Et lorsque dans certaines zones ou dans certaines périodes, il y a des soucis, ils le ressortent et le vendent à prix bien subventionné, accessible de tous. Donc ça, c'est très important. L'idéologie de révolutionner beaucoup de domaines, quand on prend le domaine même des finances publiques, alors on est en train de digitaliser beaucoup de paramètres, avec beaucoup de difficultés, parce que les gens n'aiment pas ça. Bientôt, par exemple, on va lancer la facture électronique. Déjà, quand on a émis l'idée, mais beaucoup de grands opérateurs sont opposés à cela. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce qu'on a habitué les gens à la tricherie, à voler. C'est comme une norme. C'est ce qui était installé, donc il faut changer tout ça. Sur le plan des infrastructures et beaucoup de choses, le domaine des marchés publics et tout ce qui va, c'était d'ailleurs le domaine le plus corrompu. Voilà, vous êtes un entrepreneur, vous venez nous voir, on vous donne le marché, vous surfacturez, et après on se donne quelque chose à l'arrière. C'est ça la règle d'or. Et donc quand quelqu'un même vient avec cette idée, vous êtes exclu d'office. On ne vous permet pas. Et si on laissait continuer dans cela, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On ne pourrait pas payer des armes, parce que, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas des économies d'échelle, vous ne pouvez pas vous équiper. Vous ne trouverez pas une seule banque dans le monde où vous partirez prendre un prêt pour payer des armes. Ça n'existe pas. C'est avec vos fonds propres que vous pouvez vous équiper. En tout cas, nous, on n'a pas eu cette occasion. Et si quelqu'un en connaît, peut-être qu'on est preneur. Et tout ce qu'on est en train d'acquérir, je vous ai dit une fois le montant, ce sont des milliards de dollars. Hein. Comment on fait? Où on a puisé l'argent? Mais cet argent était là. Il fallait assainir le domaine des finances, le commerce et tout ce qui va avec. Et le fonctionnement de nos sociétés d'État, vous avez pu remarquer cette année les résultats de 2024 qui sont au-delà. 2025 est encore meilleur que 2024. Je prends le domaine des hydrocarbures où dès 2023, nous avons fait d'énormes progrès. Avant, c'était des subventions de l'État. Ça veut dire qu'on collectait encore des impôts pour subventionner la société, pour payer le surplus, le manque à gagner et tout ça. Mais maintenant, la société n'est plus dans cette situation. On a épongé toutes les dettes de la société et elle commence à faire des marches. Mais c'est parce qu'il y avait la corruption dans le milieu. Donc il y a tellement de situations, je ne peux pas tout citer. Et donc il faut révolutionner ce domaine aussi par la digitalisation et tout ce qui va avec. L'administration en gros, tout est en train d'être digitalisé pour que les gens n'aient plus accès à l'argent liquide qui circule et que les choses soient transparentes. Vous qui demandez le service, vous savez à quoi ça correspond et vous savez où votre argent part. Les infrastructures, vous êtes témoins aussi, qui sont vraiment un problème crucial. On est en train de révolutionner tout. Donc c'est l'esprit comme ça, de changer de paradigme, faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc comprenez ça par cette phrase. Excellence, Monsieur le Président, on est entré dans la révolution progressiste et on y va.
mais il y a cette tranche de la population, le politique, qui œuvrait avant. Quelle peut être la place donc de ce politique actuellement dans cette révolution? Je ne vais pas être hypocrite encore. Si c'est cette mentalité politique, ils n'ont pas de place dans la révolution. C'est opposé. Regardez comment le Burkinabé était. Parce que pendant 27 ans, bon, plus de 27 ans de règne de Blaise et même le pouvoir du MPP, ça continue dans la même politique. Et cette politique, notre génération est née dedans. Donc on est né et les gens ont grandi avec une mentalité. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir accès à certains services. Ce qu'on appelle les deals. Tout le monde a évolué avec cet esprit de deal, de corruption, de tout. C'est dangereux, mais c'est la politique qui a mené ça. Parce qu'il y a des entrepreneurs politiques, vous avez entendu parler de ça. Les jeunes qui se lèvent parce qu'ils savent parler, ils savent flatter. Et c'était quoi la politique? C'est quoi la politique en Afrique? Il faut dire la vérité. Quelqu'un qui a l'art de mentir, de tromper, de flatter. Vous voyez tous les vices. Si vous regroupez tous les vices, vous êtes un bon politicien. C'est la réalité. Nous, au village, quand on voit quelqu'un qui est un trompeur, il ne dit pas la vérité, on dit, lui, là, c'est un politicien. C'est comme ça on disait. Donc, il faut que cette mentalité change. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont compris, ont changé et marchent avec nous. Maintenant, ceux qui veulent rester dans leur radicalisme politique ancienne, là, ils n'ont pas de place. Ça, on ne va pas se mentir. Sinon, qui ne faisait pas la politique au Burkina? Mais c'est le même peuple. Mais c'est parce qu'on a parlé, ils ont compris, et par les actions, ils voient, ils ont compris, que les gens commencent à changer de mentalité. Et nous voulons changer définitivement les mentalités pour que personne ne pense qu'il faut d'abord appartenir à tel parti pour bénéficier d'une route, il faut appartenir à tel parti pour avoir un fourrage. Non. Tout le monde au Burkina doit bénéficier des bienfaits de la nature du Burkina et du travail du gouvernement. Donc la politique, moi je disais que la manière de la faire, ça divise. Et ça donne des avantages particuliers à un groupe et l'autre groupe n'a pas d'avantage. Donc non, il faut qu'on arrête ça. Donc beaucoup ont changé, beaucoup. Il y en a qui sont dans des postes de responsabilité. On nous interpelle même que non, lui là il a milité dans tel parti. Je dis aux gens non, on n'est pas là pour diviser. On est là pour unir. Tant que la personne a compris et veut faire le travail comme on le veut, on le met. Comme il y en a aussi qu'on a responsabilisé à des postes, et 2 mois, 3 mois, vous avez vu qu'on les a cherchés. Parce que s'il vient et qu'il continue de vouloir faire la même chose qu'il faisait, on va te chercher et on va te punir. Donc c'est un changement de mentalité que nous voulons. Tous ceux qui changeront de mentalité sont les bienvenus dans le bateau. Mais si vous voulez continuer à fonctionner comme la politique ancienne, vous n'avez pas de place dans la révolution. Excellence, vous l'avez dit plusieurs fois, il faut de l'ordre et de la discipline pour le développement du FASO. Le recyclage des jeunes a déjà commencé. Comment enrôler les autres couches de la société? Voilà, très bien. Ce programme, c'est un vaste programme que nous n'avons pas voulu détailler. Mais j'en ai parlé une fois lors d'un de mes entretiens, qu'il y a un vaste programme en cours. Il faut commencer. En fait, les jeunes, c'est bien, mais ce n'est même pas eux notre cible, ce sont les plus petits. Les plus petits, c'est eux notre cible. Après la mort de Sankara, vous avez suivi, on a cherché tous les travailleurs des garderies. Certains même sont décédés, malheureusement, mais les garderies se sont fermées. C'est le privé peut-être qui se débrouille, qui ouvre quelques maternelles et tout. Et bon, l'école est devenue autre chose. Vous savez, si vous voulez une société qui va être combative et compétitive demain, il faut miser sur les enfants. Aujourd'hui, moi j'ai séparé les 2 ministères pour que le ministère de l'enseignement de base prenne en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans le concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance, mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année on commence un certain programme. C'est eux la cible et on va y arriver. Nous avons un programme pour que on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina. Parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, à Ouaga 2000 ici, qui est dans... Voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien.
Le matin, il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a deux faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'ils comprennent la vie. On est jeunes, mais si on a atteint cet âge et qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs types de Burkinabés, c'est dangereux. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et quand lui va dormir avec la faim, toute une journée il n'a pas mangé, vous croyez que si demain on le confie une responsabilité, il va toujours avoir sa tête. Ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Donc ce sont des épreuves qu'on les fait faire. C'était 45 jours que j'avais programmé, mais à cause des inscriptions, j'ai dit de faire 30 jours. Mais les prochaines échéances, j'espère qu'on ira à 45 jours. Donc les futurs bacheliers et brevetés doivent se préparer à affronter ça. Et le programme va continuer à s'enrichir, c'était la première expérience. Mais nous espérons pouvoir changer, même les jeunes, leur mentalité. Et, Excellence, en Conseil des ministres, la décision de réformer la loi agraire et foncière, le statut des chefs coutumiers et traditionnels avait été adopté. Quelles sont les motivations? La réforme agraire était nécessaire. Vous savez combien de conflits sont nés dans cette question des terres? Il y a des villages qui se sont machetés, des familles se sont divisées à cause de la question des terres. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais si vous hésitez, parce que vous avez peur de déclarer ça, que des gens vont se sentir frustrés ou pas, c'est pourquoi la révolution est la bienvenue. Il faut décider à un moment donné d'arrêter tout ça. Il y avait combien de promoteurs immobiliers au Burkina en 2010? Je ne pense pas, ça ne vaut pas une vingtaine. Subitement, en 2015, on en a plus de 200. Ils ont payé les terres partout, ils partitionnent, ils vendent, ils revendent, ils ont pillé les terres et c'est dangereux. Actuellement, nous avons une application CICAD qu'on vient de lancer, on est en train de réenregistrer, mais ce qui se passe est terrible. Même les parcelles dans les villes, les gens vendent et revendent à plusieurs personnes parce que ce n'était pas digitalisé. C'est un gros registre. Vous pensez que quelqu'un peut fouiller des registres, voici le numéro de la parcelle appartient à telle personne, donc toi tu es allé acheter, c'est pas... Donc il y a beaucoup de doublons et ça crée des conflits. Et pendant que ces politiciens-là faisaient ça, ils sont là dans des conférences, des trucs, que cohésion sociale. Vous ne pouvez pas faire de cohésion sociale en divisant les gens sur la terre. Voilà pourquoi on a décidé de prendre nos responsabilités, d'arrêter ce massacre-là. Et voilà, la terre appartient à l'État. Et désormais, on fera tout pour équilibrer au maximum voilà, la situation et que les gens ne se sentent pas lésés. Pour la chefferie coutumière, c'est pareil. Cette loi est là il y a longtemps. Hein. Il y a très longtemps, selon ce qu'on m'a dit, mais personne ne veut. Mais nous avons décidé de mettre la main à la pâte, regarder, parce que la chefferie coutumière, pour moi, ils doivent être respectés, ils doivent être écoutés, ils doivent être ceux-là qui travaillent pour la cohésion sociale. Quand ils parlent, quand il y a un conflit, il y a une situation conflictuelle, ils doivent parler, pouvoir rassembler et que leur voix doit porter. Donc il y a un certain nombre de privilèges, si je peux dire, qu'on a mis autour, des symboles dans la nation qu'on a mis autour pour que les gens les respectent. Qu'on le veuille ou pas, on les respecte et qu'eux-mêmes, ils imposent le respect. Parce que dernièrement, les politiciens les avaient détournés. Beaucoup, aujourd'hui, voilà, regrettaient avoir marché aux côtés des politiciens. Il y a des villages où les gens sont divisés, les gens ne respectent plus les chefs. Mais avec cette loi, en tout cas, qu'on a amenée à la LT, nous avons essayé d'élaguer beaucoup de choses pour que leur respect dans la société puisse être réinstauré. Et ça, c'est très important. Excellence, la lutte contre le terrorisme affecte notre tissu social avec des soupçons d'exaction communautaire. Le vivre ensemble est menacé par endroits. Comment amener les Burkinabés à renouer avec les valeurs cardinales telles que la solidarité, le civisme et la cohésion sociale? Je pense que ces valeurs sont en train de revenir toutes seules. Au contraire, la guerre a forgé aussi à ce que les gens comprennent beaucoup de choses et les gens commencent plus à s'unir. Vous savez, les inégalités sociales créent plus de problèmes de cohésion sociale que le terrorisme. Il y avait trop d'inégalités sociales. Je disais à certains, je dis, écoutez, vous avez mangé à votre faim, vous allez vous asseoir comment avec elle qui n'a rien mangé pour
pour parler de cohésion sociale. Ce n'est pas possible. C'est la même situation que je vous ai pris tout de suite. Il faut essayer au maximum de mettre les gens à un certain niveau. Tant qu'il y a la richesse, que ce soit bien réparti. Ça, c'est le premier pas. Les cas d'exaction et tout ce qu'il y a, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui ont donné des allégations. C'est dernièrement, quand on a vu le cas à Solenzo, ils ont sorti des images, parlé. On n'a rien dit, on s'est calmé. Quand ils ont fini de chanter, on a montré les civils qu'ils disaient que les forces ont tués ont été transportés jusqu'à Ouagadougou ici, mis en sécurité. Ah, si on les a tués, pourquoi ils sont à Ouagadougou? Comment ils se retrouvent à Ouagadougou? Souvent, c'est fait à dessein. Ils inventent tout ce qu'ils veulent inventer avec leurs ONG, leurs médias et tout. Mais on laisse, quand ils finissent, on montre la vérité. Voilà. Les terroristes ont pris des civils comme boucliers humains, certes, mais les forces ont pu faire la distinction. Et après le combat, ils ont rassemblé les civils à Solenzo. On a dépêché les moyens nécessaires pour les transporter, venir. Et ils ont été présentés devant tout le monde. Ce sont des centaines de civils. Ils ont témoigné. Donc, il faut qu'on fasse attention aux récits de certaines personnes qui veulent juste développer des thèses. Et leur objectif, c'est de nous diviser. Mais nous, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Excellence, on a constaté cette année une reprise du dialogue social entre le gouvernement et les syndicats après plusieurs années d'interruption. Quel message donc renvoie votre gouvernement avec ses partenaires sociaux quand on sait que la situation était tendue entre le gouvernement et les syndicats? Comme c'était tendu entre le gouvernement et les journalistes. Il faut que chacun comprenne qu'il faut se battre pour sa patrie. Nous avons fait comprendre aux gens. Vous savez, moi j'ai parlé avec les responsables syndicaux. Je les ai réunis ici, je les ai parlé à un moment donné de notre histoire. Mais j'ai été déçu après. Donc je les ai dit, soit vous êtes burkinabé ou vous n'êtes pas burkinabé. Donc le bras de fer s'est enclenché. Mais après on a décidé de les revoir parce qu'on suppose qu'ils ont compris le message. Et même ça, je ne vais pas mentir, quand ils sont venus, ils ont voulu encore comprendre et sortir certains comportements, les faire comprendre, ça ne marche pas. Le pays est en guerre, il faut tout faire pour le pays. Ce syndicalisme importé là, ce n'est pas du syndicalisme ça. Il y en a même qui se vantent d'avoir participé à la chute de Sankara. Et c'est eux qui ont tout commencé, ainsi de suite. Vous croyez que c'est bien ça? Les Occidentaux vous manipulent et vous continuez à agir comme eux ils veulent. Ça, ce n'est pas du syndicalisme. Un syndicaliste se bat pour les intérêts des travailleurs. Mais la plupart du temps, ce que les responsables même veulent, c'est venir manger avec le pouvoir. Et les gens se taisent. Non. Écoutez, nous, on a beaucoup de dossiers sur beaucoup de personnes, pas seulement les syndicalistes. Hein. Dans la société, on a beaucoup de dossiers. Les gens qui nous ont approchés au début, qui ont voulu des avantages, qui ont voulu quoi, qu'on a refusé, qui se retournent, qui sortent, qui parlent. On a leur dossier. Donc, syndicalisme sain, il y a beaucoup d'actes que l'on a posés. On n'a pas attendu que les gens sortent dans la rue pour marcher, pour le poser. Quand j'ai parlé des travailleurs des garderies, là, ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous dire qu'il y a des travailleurs qui avaient été cherchés, il faut les remettre dans leurs droits. On a vu un dossier et qu'on a trouvé qu'il faut les remettre dans leurs droits. On a dit au ministre des Finances, trouve l'argent nécessaire pour régler. Les gens de la mairie, des gens de la brigade verte, là, ceux qui travaillent, mais ils avaient combien de mois d'arriérés? C'est pour ces intérêts-là, ces gens-là qui n'ont pas de travail, pour que les gens ne se battaient pas pour ça avant. Mais on n'est pas venu vers nous pour nous dire. Moi, les femmes balaient devant chez moi, c'est un de mes hommes qui est sorti une fois, ils ont dit, ah, ça fait des mois, ainsi de suite, leur travail. Je me suis renseigné, on m'a dit, c'est vrai. J'ai dit de les payer. Il faut rattraper tout ce qu'elles ont raté. Il y en a qui avaient des dizaines de mois d'arriérés de salaire. On a sorti le dossier et on a décidé de rattraper tout ça. Donc, il faut qu'on fasse du syndicalisme sain. S'il y a un problème, qu'on nous approche et qu'on nous explique. Si on peut résoudre, on vous dira on peut le faire. Si on ne peut pas, on vous dit bon, pour l'instant on ne peut pas, mais on pourra le faire dans tant de temps. Mais il y a un problème, on rassemble les médias, on parle comme on veut. Ah, j'espère qu'ils trouveront la solution avec vous. Sinon, si après ça, vous ne venez plus vers nous. Moi, je veux qu'on travaille en africain. Quand il y a un problème dans la maison, on s'assoit, on parle. Et nous, on se doit d'être véridique. Ce qu'on peut faire, on doit dire clairement, on peut faire ça. Ce qu'on ne peut pas faire, on vous dira aussi on ne peut pas. Maintenant, si vous ne voulez pas, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais il faut qu'on soit responsable.
il n'y a pas de problème qui ne puisse pas se résoudre. Et comme je dis, toujours agir avec en tête l'intérêt de la patrie. Ça, c'est très important. Donc, on a repris le dialogue comme on reprend avec tout le monde. On n'a pas rompu le dialogue avec qui que ce soit. Tout le monde est la bienvenue. Merci, chers confrères. Le temps imparti donc à cette rubrique est arrivé à échéance et même largement dépassé. Nous disons merci donc pour cette série de questions consacrées au volet politique et société. Monsieur le Président, les préoccupations relatives à l'économie et au développement sont portées par Soumaïla Rabo de Savane Média et Jean-Marie Toé des éditions Sidoya. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez également de 20 minutes pour vous adresser au chef de l'État. Bonsoir, M. Sayon. Monsieur le Président, malgré la crise sécuritaire et la conjoncture internationale, l'économie burkinabé se porte bien. Avec 1,5 de progrès sur le taux de croissance économique en 2024. On sait que l'amélioration de la situation sécuritaire y est pour beaucoup, mais aussi l'agriculture et le secteur des services. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement dans l'immédiat pour permettre à l'économie nationale de continuer sur cette lancée? D'accord, merci. Je vois que ce sont des chiffres macroéconomiques. Et nous sommes au courant et on fait le point constamment avec le ministre des Finances. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire. Et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits. Donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Et nous poursuivons dans ce sens. Et actuellement, si vous voyez par exemple le secteur minier, la tendance du gouvernement, c'est d'exploiter notre or nous-mêmes. Donc il y a des mines qu'on vient de reprendre le contrôle, et on continuera à reprendre le contrôle petit à petit, ou à co-exploiter avec les sociétés qui sont déjà là. Parce que la règle, c'était quoi? Quelqu'un vient, il prend le permis, il l'exploite, 10% au gouvernement et le reste, c'est pour lui. Et d'ailleurs, 10%, on n'a pas de contrôle. Donc tout ça, actuellement, on est en train de reprendre le contrôle vraiment pour s'assurer qu'est-ce qu'il sort de notre sous-sol et prendre aussi une part importante. Donc tout ça contribue donc à la croissance économique, vu aussi les initiatives qu'on a lancées dans le domaine agricole. Beaucoup d'autres spéculations ont été donc financées et ça permet en tout cas une bonne croissance. Mais pour moi, le plus important, c'est quand souvent le ministre des Finances apporte les chiffres, il dit bon, c'est très bien, mais j'envoie quelqu'un, va au marché, tu vois, ce qu'on appelle Anampa Moré. Ça coûte combien une boîte de maïs, ça coûte combien une boîte de mil. Et va aussi dans tel, je prends les informations. Si le coût a baissé, on sait qu'il y a un impact sur la population. C'est ça qui est le plus important. Donc ce travail, on le fait constamment et les services de renseignement même sont mis à contribution pour qu'on ne dise pas un chiffre macroéconomique qui a une croissance de 1,5, mais qu'il n'y ait pas d'impact au niveau donc, des couches vulnérables surtout. Donc on continuera cette progression s'il plaît à Dieu.